Et ma première question, c'était pour revenir justement sur ce titre. Alors on en a discuté un peu dans la voiture en venant ici, c'était pas le titre que vous aviez initialement prévu, mais moi je trouve qu'il est significatif sur deux plans. Déjà, ça permet d'englober un peu ces différents textes qui font votre livre, puisqu'il y a 6 textes, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait l'unité finalement de ces différents textes qui ont été écrits à des périodes différentes de votre parcours intellectuel aussi, il y a des textes de 1975, des textes plus récents des dernières années, c'est finalement ce rapport entre féminisme et marxisme qu'on a bien avec le titre « Le capitalisme patriarcal ». Est-ce que vous pouvez revenir sur la question du rapport entre capitalisme, marxisme, féminisme et la question des systèmes aussi? Voilà, une chose plus précise. Bon. Plus précise. Alors, comment est-ce que vous pensez le lien entre féminisme et marxisme? Voilà. Je vais commencer à dis-moi si vous pouvez comprendre. Je vais parler lentement parce que je ne suis pas accoutumée à parler en français, mais je vais essayer. Alors, je vais dire pour première chose, non, le titre, le capitalisme patriarcal. Ce n'est pas le titre que j'avais choisi, mais c'est vrai, le capitalisme est patriarcal parce que le capitalisme s'est approprié, non, de toutes les inégalités qu'il y avait dans la société médiévale, mais lui a donné une nouvelle signification, lui a donné une base matérielle, culturelle, non, différentes, les a intégrés, non, dans toute une organisation d'exploitation du travail. Non? Et alors, comme on parle du patriarcat, le patriarcat a des éléments communs dans différents systèmes sociaux et périodes historiques. Mais il y a aussi des différences qui sont très importantes. Le titre originel que j'avais choisi était le patriarcat du salaire. Le patriarcat du salaire pour dire que dans le capitalisme, non, le capitalisme a usé le salaire comme un instrument pour fonder la division entre hommes et femmes, qui est surtout une division sexuelle du travail, que c'est la division entre production et reproduction. Alors qu'avec le passage au capitalisme, avec la construction d'une société capitaliste, je l'ai dit beaucoup de fois, c'est dans tout. Et je ne suis pas la première, parce que ça vient du mouvement féministe des années 70. Et avant tout, le travail de Maria-Rosa Dalla Costa, Selma Gem et d'autres femmes aussi, non? Qui ont montré qu'avec le passage du Moyen-Âge, de la société féodale au capitalisme, il y a un procès de séparation de la production de la reproduction. Non? Alors que seulement le travail de production pour le marché commence à être reconnu comme travail. Non? Et surtout dans la première phase du capitalisme, de la société capitaliste, se va à définir comme un travail, non, masculin et travail salarié. Malgré non, que le travail, non, de reproduction commence à être complètement invisibilisé. Non? Être invisibilisé, et comme il est invisibilisé, il n'est pas payé, il est complètement naturalisé. On commence à penser qu'il y a un rapport organique, biologique, non, entre le travail de reproduction et le corps de la mujer, non, le corps et la femme, non? C'est pour ça qu'on peut parler du capitalisme patriarcal, non? Je dis toujours que le capitalisme, le développement capitaliste et l'accumulation capitaliste n'est pas seulement une accumulation des travailleurs, des forces laborales, mais aussi une accumulation d'inégalités, non, de hiérarchies, d'inégalités, de différences. Mais différence, c'est une parole, c'est un mot qui est
peut générer un peu de confusion. Ce n'est pas seulement la différence, la diversité. On peut célébrer la diversité, non? Mais c'est la inégalité. C'est pour ça que je préfère parler non pas de différence, mais de inégalité et de hiérarchie. Comment on dit? Hiérarchie. Bon. Alors, c'est pour ça. Ça pour le titre, non? Le titre. Et bon, le titre que j'avais choisi était le patriarcat du salaire, parce que nous avons fait beaucoup de travail. Ce que signifie le salaire, non, dans la société capitaliste. Comme je l'ai dit, non, le salaire est très très important. Le salaire, c'est pas seulement une quantité d'argent, mais c'est une façon d'organiser la société. C'est une façon, un principe d'organisation de la société qui a eu beaucoup de conséquences. Parce que, avant tout, avec le salaire dans la société capitaliste, le salaire mobilise, non, le travail, pas seulement de le salarié, mais le salaire fonctionne dans une manière qu'il va extraire aussi le travail de le non-salarié. Alors c'est une illusion penser que le salaire va être usé par le salarié, mais en réalité, elles peuvent mobiliser. Le cas principal, c'est le mariage. Avec le mariage, non, un homme va accommander à travers de ce salaire, il va accommander le travail de reproduction de sa femme. Et ça n'est pas casual. Ça est organisé. Non? Il y a une organisation. La division du travail passe aussi par le mariage, non? Et par la dépendance de la femme de l'homme. Alors que le salaire a beaucoup de fonctions. La fonction d'occulter l'espace de l'exploitation du travail. Non? Parce que le salaire nous montre seulement un espace, l'espace de le salarié. Non? Il ne nous montre pas l'autre espace, l'espace de la reproduction. Au contraire, la vie invisibilise, la naturalise, non? Et aussi, le salaire permet au capitalisme de commander le travail de la femme et de contrôler la femme dans une forme indirecte, non? Pas directement, mais à travers du mariage, à travers comment on dit, le mari, non? Et c'est une façon d'exploitation très efficace. Parce que la femme ne se trouve pas directement contrôlée au capitaliste ou à le serviteur du capitalisme, mais elle a un homme qu'elle aime, non? L'amour. Bon, mais à travers de l'amour, il y a toute une discipline, non? Une discipline. C'est pour ça que nous avons vu que nous avons compris que la violence domestique c'est une part intégrale nécessaire, non structurelle, du travail salarié, du travail domestique. Non? C'est pas casuel que tous les gouvernements n'ont donné pas d'importance. Au contraire, ont toléré, sinon incentivé, non, la violence domestique. Non? Disant que c'était une question morale, n'était pas une agression à la femme, non? Toujours l'ont toléré. Non? C'est parce que ils ont compris, ils savent que la violence domestique est nécessaire pour obliger la femme à faire son travail. Non? Et beaucoup de cas, la violence domestique est la réponse au refus des femmes de cumplir. Elle ne veut pas faire du sexe dans la nuit. Alors, c'est une... Hein? Elle ne va pas à cuisiner, non? Comment on dit la comida? La nourriture. La nourriture n'est pas bonne, n'est pas prête lorsqu'il va régresser de la maison. Les enfants ne sont pas organisés, tout ça.
la violence. Il faut la violence, non? Mais pour les femmes, c'est difficile. Alors, jusqu'à nous avons été déceptionnés pour toute cette histoire, l'amour romantique, la famille, le mariage et le travail domestique comme chose naturelle. C'était très difficile de combattre. C'était très difficile. C'est pour ça que l'analyse que nous avons faite dans les années 70 a été tant importante. Pour démasquer, en démasquerant ce travail, en disant c'est un travail de production. Ce n'est pas un service personnel à notre famille. C'est un travail qui a été organisé par le capitalisme et qui est un travail qui va à bénéficier, non? Le capitaliste, les employeurs, le marché laboral, non? C'est un travail qui, bon, reproduit notre vie, mais nous reproduit comme travailleurs. Nous reproduit pour une fonction particulière qui est pour le marché du travail laboral. Non? Et alors, a été un grand pouvoir pour la femme reconnaître ça. Alors, je peux refuser ce travail. Ce n'est pas refuser mon enfant, c'est refuser ma fonction dans la société capitaliste. C'est un grand pouvoir parce que toutes les fois que la femme voulait refuser son travail, elle se sentait coupable. Ah, je ne suis pas une bonne femme. Parce que jamais nous avons vu comme des femmes travailleuses à la maison. Non, lorsque le travail ménager est naturalisé, si tu ne le fais pas, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une bonne femme. Tu es une femme qui est dégénérée. Non? Alors ça a été une grande discipline. Et je crois qu'avoir démasqué, non? Que l'amour a été usé, a été manipulé, non? Pour extraire beaucoup de travail non payé, non reconnu, sans bénéfice, sans vacation, sans nada. Seulement avec, la vie familiale, mais la vie familiale dans une façon particulière. Avec beaucoup de hiérarchie. Alors, ça c'est le capitalisme patriarcal, non? Alors, la relation entre le marxisme, non, et le féminisme est une relation très compliquée, non? Mais compliquée parce que c'est une question qui a créé beaucoup de débats, non? Dans le mouvement féministe aussi. Parce qu'il y a beaucoup de féministes, non, qui ont célébré l'œuvre de Marx, surtout la féministe socialiste, non, marxiste, socialiste, communiste, non, qui ont dit, ah, Marx. Et c'est vrai, depuis son premier œuvre, non, depuis son premier, Marx a dénoncé, non, les relations patriarcales. Il y a beaucoup de son premiers travaux, il a dit, par exemple, l'idéologie allemande, il y a l'esclavage dans la famille, non? Et surtout, je crois que ce que les féministes ont célébré de Marx est que dans sa critique de la conception traditionnelle de nature, non? Il a dit que la nature humaine n'existe pas comme une essence, que la nature est un produit historique, non? Que la nature est quelque chose qui va être construit, qui est créé. Alors ça a servi à dénaturaliser la conception de la féminité, non? À montrer que qu'on appelle la féminité en réalité est une invention, est une construction sociale, non? Historique, sociale, d'un parti, et qui change. Parce qu'il n'y a pas une définition seule de féminité, non? Et ça a été une chose que beaucoup de femmes, moi aussi, non? C'est bon que le concept de féminité ne soit pas naturalisé. Surtout parce que s'il est un produit historique, c'est pour changer, non? L'idée de nature traditionnelle, le problème avec l'idée de nature traditionnelle, est-ce que tu donnes une chose fixée qui ne se peut pas changer. Bon. Mais, la critique que beaucoup de nous ont fait a été exactement ça.
non? Que toute l'analyse que Marx a fait du capital, non, est une analyse qu'il a fait au nom masculin. Le sujet révolutionnaire, le sujet du travail est toujours l'homme. L'homme salarié qui fait un travail industriel, non? Et alors Marx a vu l'histoire et le terrain de la production industrielle capitaliste, non? Et elle croit que la lutte pour la libération de l'humanité s'est faite sur le terrain de l'industrialisation. Non, c'est fait sur le terrain du travail industriel. C'est fait dans l'usine. Non, elle n'a pas vu de rien tout le travail de reproduction. Et c'est vraiment non, particulier parce que Marx voit, surtout dans le premier volume du Capital, il voit que la force laborale, la capacité de travailler, n'est pas une chose donnée, n'est pas quelque chose qui est donné, qui est toujours présente, mais est une chose qui doit être produite et reproduite et reproduite. Non? Parce que dans le procès laboral, la force laborale est consommée. Chaque jour, dans les usines, dans les lieux de travail, la force de travailler est consommée. À la fin, tu regresses à la maison assis, non? Détruit. Alors, tu dois être reconstitué. Et Marx dit ça. Il le reconnaît, mais il ne voit pas le travail domestique derrière. Non, il fait une description, non, de comme dans la classe ouvrière, on va reconstituer la force travail, qui est vraiment drôle. Parce que la description, c'est que le travailleur prend l'argent, prend le salaire. Avec le salaire, il va acheter les nécessités de la vie. Et dans cette forme, il va se reproduire. Il n'y a pas de sexualité. Le travailleur ne va acheter pas du sexe. On savait très bien que dans la période industrielle, pas seulement dans la période industrielle, il n'y a pas de travail domestique, il n'y a pas du sexe, il n'y a pas rien, non? Marx dit 2-3 mots sur la procréation. Il dit, ah oui, les capitalistes, non, doivent se préoccuper de reproduire les travailleurs. Mais pour la procréation, il n'y a pas de problème. Elle dit, je change peu à son mot. Il dit exactement ça. Les capitalistes peuvent faire confiance dans l'instinct de reproduction de la classe ouvrière. Non? Pour ça, ils ne doivent pas se préoccuper. Ils peuvent faire confiance dans l'instinct de préservation des ouvriers. Non? Mais ça, c'est vraiment incroyable parce qu'il ne reconnaît pas qu'il n'y a pas un instinct de préservation et surtout qu'il y avait un intérêt très fortement différent entre les hommes et la femme, non? À celle de la reproduction. Que la femme n'avait pas la même vision de la procréation. Non? Il ne voit pas la procréation comme un terrain de lutte, un terrain de contestation, alors qu'il y avait une grande mortalité des femmes dans la procréation. Pour les femmes, procréer était un moment de peur, de timeur, non? Parce qu'elles pouvaient mourir, non? Parce que elles ne pouvaient pas avoir, surtout, non, comment dire, c'était dangereux, non? Et alors, beaucoup de femmes avaient beaucoup de peur de ne rester enceinte. Enceinte? Si, elle avait beaucoup, non? Et bon, ils ne voient pas tout ça.
ils pensent que la procréation c'est une chose comme, non, comme les oiseaux. Non sais, je ne sais les oiseaux. Je dis les oiseaux, mais vraiment, je n'ai jamais étudié la vie sexuelle des oiseaux. Et je crois qu'elle aussi a passé beaucoup de changements historiques. Je me demande qu'il fait maintenant. Alors, non? Alors, marxisme et féminisme, non? Nous, beaucoup de fois, on dit que je suis une féministe marxiste. Moi, je dis non, parce que, non, j'ai usé, et je use Marx, et je crois que Marx est fondamental toujours, aujourd'hui aussi, pour comprendre choses essentielles de l'organisation capitaliste du travail, non? Sa conception que l'accumulation du capital se fait en exploitant le travail humain, que l'accumulation est l'accumulation de travail qui nous est payé, non? Alors qu'il y a des éléments d'esclavage, non? Dans le capitalisme, non? Tout ça me semble très important. Mais c'est vrai qu'il a donné une vision très, très partielle, non, de l'histoire du capitalisme et le mécanisme avec lequel le capital est capable de se reproduire. Il n'y a pas une discussion de la différence entre hommes et femmes. Il parle du patriarcat, non, mais il a toujours pensé, et Engels, c'est la même chose avec Engels. Il a toujours pensé que l'expansion de les relations capitalistes dans le monde, non, et avec l'industrialisation, l'expansion de l'industrialisation allait nécessairement à niveler les différences entre hommes et femmes. Parce que, non, nécessairement, il devait porter beaucoup de femmes dans les lieux de travail industriel, dans les lieux du travail salarié. Et alors, elle dit que l'industrialisation, potentiellement, non, peuvent créer la base pour une société différente. Non, pour une société différente. Et je fais beaucoup de fois une confronte avec le traitement que Marx fait de l'esclavage et du racisme. Non? C'est la même chose. On peut dire aussi que comme il a été contre le sexisme, non, il s'est prononcé beaucoup de fois contre le racisme. Et aussi, Marx a été une abolitionniste, non? Comme leader de la première internationale du travail, non? Il a aidé le boycott de la production de coton pendant la guerre civile dans les États-Unis, non? Et elle a écrit à Lincoln la lettre, la carte que la première internationale a envoyée au président Lincoln après de la déclaration de l'émancipation des esclaves. On dit que Marx, que a été Marx. Mais si tu vas voir les 3 volumes du Capital et tu vas voir la Grundrisse, tu n'encontres pas une discussion de l'esclavage. Il y a des références à l'esclavage, mais c'est surtout l'esclavage gréco-romain. Elle ne fait pas une analyse, non, de la plantation, de l'économie de la plantation d'esclaves. Non? Elle ne voit pas, par exemple, que non, le travail des esclaves, non, dans les îles caribéennes était fondamental pour la reproduction des ouvriers industriels en Europe. On doit penser au café, thé, sucre, coton, non? Chose très importante pour la reproduction du prolétariat industriel. N'était pas produit
quand Marx dit que non, qu'ils vont acheter les nécessités de la vie, non, en allant au marché non, au marché des marchandises, il ne veut pas seulement le travail domestique, non, mais il ne voit pas aussi ce qui se passe dans l'esclavage. Que la majorité du travail des esclaves, c'était un travail qui était directement déjà, c'était une économie déjà globale, directement connectée, non, à la production, à la reproduction du travailleur industriel, non? Alors je crois que vraiment, il faut aller ailleurs de Marx. Et je crois que Marx a idéalisé la production industrielle. Et du point de vue de ce travail, que pour Marx est fondamental, parce qu'il dit que la production industrielle va créer la base matérielle, non, de la société communiste. Marx est convaincu que maintenant nous voyons que la production industrielle est en train de détruire, non, le monde, est en train de détruire la richesse naturelle, non? Mais Marx est convaincu que la production industrielle, non, va bâtir les fondations de la nouvelle société, non? Et qui va tenir un rôle nivellateur, non, de différence de genre et de différence sur la base du racisme. Elle ne voit pas que sexisme et racisme sont des éléments structurels. On le peut voir maintenant très clairement qu'ils sont des éléments structurels, que toutes les fois qu'il y a une lutte forte contre le sexisme, contre le racisme, il y a une réponse violente du système. Il y a des chances au niveau économique et des chances au niveau idéologique qui tentent de réinstituer une nouvelle forme de racisme et de sexisme. Nous l'avons vu dans les dernières années, non? Bon, et je m'arrête ici. Dis-moi. Alors du coup, le temps passe vite, mais il y avait une question à laquelle je tenais et qui me semble importante, c'est lié au contexte de publication de votre ouvrage qui est publié du coup, à mon avis, en pleine remobilisation féministe. On peut parler d'une nouvelle vague du féminisme, d'une éventuelle 4e vague du féminisme. Et ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que, outre tout l'aspect théorique et historique, vous proposez aussi des perspectives stratégiques, à mon avis, des perspectives stratégiques pour le mouvement féministe. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, justement, sur quelles sont ces perspectives stratégiques? Vous parlez notamment de politique des communs ou de la nécessaire réappropriation collective de la reproduction. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus? Oui. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ok. Et je lance un peu des pistes. Bon. Alors, je crois qu'il faudrait faire tout un discours sur la relation entre revendication, non, stratégie, mouvement et relation de pouvoir, non, relation de pouvoir, parce que la même revendication peut avoir un signifié différent, non? Alors, dans les années 70, non, j'étais pas d'une organisation qui était une organisation, je ne veux pas dire, si, était internationale, malgré qu'il était seulement en États-Unis, Italie, Angleterre, Canada, alors pas beaucoup de pays, mais il avait, non. Et c'était la campagne pour le salaire, domestique, non? La campagne pour le salaire domestique qui a été une revendication complètement
mal entendue. On a dit qu'elle a été la revendication plus mal entendue de l'histoire du mouvement féministe, non? Parce que, non, pas seulement la gauche, mais aussi beaucoup de féministes l'ont entendu dans la forme plus réduite, non? Comme s'il était une revendication syndicale. Oh bon, nous donne un peu d'argent et nous sommes contents de travailler dans la maison jusqu'à la fin de notre vie. Non, n'était pas ça du tout. Et non, bon, mais la revendication du salaire au travail ménager, non, sortait de l'analyse que je fais, non. J'ai fait une analyse qui dit, nous avons fait une analyse du travail ménager qui disait que le travail ménager n'est pas un travail d'amour, non, je l'ai écrit une fois, n'est pas un travail d'amour, mais non, est un type de production qui a été invisibilisé comme il n'était pas salarié. Non, le manque de salaire a naturalisé ce travail, non? Et le manque de salaire, non, a fait très difficile pour les femmes comprendre que c'est ce salaire, non? Comme je disais auparavant, les a culpabilisés, non? Parce que tu n'es pas une bonne femme, etc. Non? Personne n'a pas dit une femme travailleuse, ou non, en venant à ta maison et voyant toutes choses, le désordre, dire une grève. Ici, une grève. Non, bon, cette femme. Non, alors. Et bon, comme nous avons vu que le manque de salaire a été un facteur très très important, non, par consolider ce travail et pour le naturaliser, pour faire que c'était très difficile pour la femme s'opposer, le changer, se refuser, que se marier, avoir des enfants semblait une destinée, non, à commander. Non. Alors nous avons dit, bon, non, pour première chose, non, à demander un salaire va à changer tout. Première chose, elle va à montrer que ça est un travail. Va à visibiliser la fonction de ce travail, non? Et va à changer la définition de ce que signifie travailler. Parce que la gauche nous a donné une conception du travail qui est très très réduite, non? Qui oublie la partie plus importante du travail humain. Par exemple, le travail de reproduction. Seulement, non, s'occuper des enfants, c'est un travail énorme. Non, bon. Aussi, c'était une rechasse, un refus du travail non payé. Pourquoi travailler pour rien? Pour le capital. Pourquoi travailler? Non? Pourquoi ne reconnaître que c'est un travail? Que c'est un travail et que nous avons le bénéfice de notre travail c'est une classe capitaliste qui a accumulé millions et millions d'argent, non, sur notre vie, à le coût de notre vie et de la vie des femmes, non, de notre communauté. Non? Alors, rechasser le travail non payé. Et surtout comprendre que si nous ne vont pas, et ça c'est vrai pour le présent aussi, si nous ne vont pas à discuter, non, le rôle de la reproduction dans le pouvoir social de la femme, dans le pouvoir social, dans le pouvoir que les femmes ont de négocier avec le capital, de négocier avec les hommes, de négocier et se confronter avec l'État, que si nous ne vont pas à adresser ce problème, non,
nous ne vont pas changer rien de rien, même si nous ayons eux hors de la maison. Nous vont hors de la maison. Beaucoup de femmes l'ont fait. Milliers de femmes noires toujours ont travaillé, non, hors de la maison, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir un salaire sûr. Non? Et nous avons vu que travailler dehors de la maison ne te donne pas pouvoir, parce que les employeurs savent très bien que tu es accoutumé à travailler sans aucune rémunération. Ce n'est pas un mystère pourquoi les femmes ont des salaires plus bas que les hommes. Les femmes sont toute une population qui a travaillé pour des générations sans salaire, non? Et qui dans beaucoup de fois sont désespérées pour avoir un peu d'autonomie économique, pour ne pas dépendre des hommes. Alors ce n'est pas un mystère. Et aussi, tu vas travailler hors de la maison et qu'est-ce qui se passe? Que tu vas continuer le travail domestique. Donde tu vas travailler? Dis-moi, donde la majorité, hein? Maintenant je parle de la majorité. Je ne parle pas de la petite cadre de femmes, relativement petit, non? Qui travaillent dans une situation, non, un peu plus élevée. Non? Mais la majorité des femmes vont travailler dans le travail domestique socialisé. Non? Alors nous avons dit que si nous ne vont pas, non, à confronter le problème de la reproduction, tout ce travail que tout le monde, non, s'attend naturellement de nous, que si nous ne vont pas à discuter et à changer les conditions de la reproduction, non, nous ne pouvons pas changer rien de notre vie dans chacun lieu dont nous allons, non? Alors tout ça, non? Et aussi très important, dans les années 70, dans les États-Unis, il y avait une forte lutte des femmes qui s'appelait femmes en welfare. Welfare, c'était un petit subside qui femmes qui avaient des bébés, qui n'avaient pas un travail, qui n'avaient pas un mari, pouvaient gagner de l'État. Et dans les années 70, il y avait une lutte très forte par ces femmes. Une lutte qui avait été lidérée par les femmes noires, qui n'étaient pas la majorité des femmes en welfare. Mais elles étaient les plus organisées, les plus combatives, les plus politisées. C'est pour ça que la face du welfare, non, bientôt, a semblé la face d'une femme noire. Mais ce n'est pas seulement la femme noire, non? Et alors, elle disait, cette femme disait, non, le subside que nous autres recevons n'est pas une charité, comme on dit, n'est pas le bénévolat de l'État. Nous autres travaillons. Chaque mère est une femme qui travaille. C'était le slogan. Chaque mère est une femme qui travaille. On ne faut pas nécessairement aller à l'usine, comme nous dit. La gauche toujours nous a dit que nous allons montrer la classe ouvrière le jour que nous vont à l'usine. Avant, lorsque tu es à la maison, tu n'es pas une ouvrière. Tu n'es pas de la classe ouvrière. Mais tu vas à l'usine, alors tu ne deviens pas de la classe ouvrière. Non? Ça. Et on dit, non, que chaque mère, que c'est une... On dit, lorsque l'État nécessite des soldats, elles vont apprendre nos enfants. Lorsqu'ils nécessitent des travailleurs, ils vont prendre et exploiter notre enfant. Mais lorsque nous demandons un peu de support, c'est ton problème. C'est ton problème, non? Alors, donner notre support à cette lutte était très, très important. Donc, c'est what happened? Ce qui s'est passé, est-ce que la lutte fut perdue? La lutte fut perdue. Non, Bill Clinton, non, le mari de notre féministe d'État, non, l'a coupé dans le 93, complètement, non, complètement.
presque complètement. Non? Et avant, non, de cette coupe, il y avait une campagne de dénonciation statale, médiatique, de dénonciation des femmes au welfare, qu'elle est dénoncée comme des parasites, comme des femmes qui vivaient avec l'argent de la classe ouvrière, toute cette chose, non? Et je dois dire que le mouvement féministe ne s'est pas engagé dans la lutte à support de cette femme. C'est vrai, ne l'a pas. Parce qu'elle avait le mythe de l'émancipation en entrant dans le lieu du travail masculin, que tout allait changer. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Parce que ce qui se passe est que maintenant, la majorité des femmes ont deux travails. Elles travaillent tous les jours. Les travails sont mal payés, sont précarisés, non? Beaucoup de fois dans conditions hygiéniques terribles, surtout si on le voit à niveau global. On va penser que se passe dans la maquila du Mexico, non? Où depuis 3 années, tout est détruit physiquement, non? Parce qu'il n'y a pas de limite à les heures du travail et à la toxicité de l'environnement. Bon. Alors nous avons vu que les questions sont toujours ouvertes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très très important, non? Retourner, non, dans notre main la question de la reproduction, non? Et à faire des luttes, non, qui, comme tu dis, et comme je dis beaucoup de fois, nous vont dans 2 directions, non, simultanément. Et c'est la direction de la réappropriation de la richesse. On parlait une fois du salaire au travail domestique. Je crois qu'une réappropriation du salaire est toujours bien, mais il y a d'autres formes de réappropriation de la richesse qu'on peut décider collectivement, qu'on peut décider, non, dans un contexte de voir quel est notre pouvoir, non, que pouvons-nous demander maintenant qu'il est possible. Et l'autre direction est de changer la forme de la reproduction. Parce qu'il a été organisé d'une façon, non, qui est très débilitante de la force de la femme. Non? Parce que la reproduction est organisée dans une façon qui nous sépare. Non? Chaque femme, chaque famille, chaque enfant dans ce lieu séparé de les autres. Non? Et je parle beaucoup de fois dans mon travail plus récent, non, de ce que j'ai vu dans plus de lieux de l'Amérique latine, où j'ai vu qu'il y a des femmes qui ont été déplacées de la place rurale, qui vont s'urbaniser et collectivement sont en train de créer des formes nouvelles de vie, de communauté et aussi de reproduction sociale, non? Toute l'expérience comment on dit, les comedores populaires? La cantine, les restaurants, les restaurants populaires collectifs, le jardin urbain, non, est en forme de récupérer collectivement, forme la connaissance, acerca de la santé, non. Alors il y a tout un travail, non, qui est un travail collectif et qui a une valence politique forte, qui a une signification forte politique. Parce que ça est en train de créer un nouveau contexte social, une nouvelle fabrique sociale, non, qui est très important soit pour la survivance, non, pour permettre à beaucoup de personnes de ne mourir pas. Et en même temps, non, est très important pour la capacité de résistance et de transformation de la relation sociale entre les femmes, mais aussi entre les femmes, les hommes, les enfants,
Alors je crois que le futur, les communes, est déjà une réalité qui est qui est combattue de toutes parts, mais qu'il y a, non? Que ce n'est pas une utopie, hein? Que beaucoup de femmes sont en train de la construire, non? Je crois que ça c'est très très important. Parce que la gauche nous a dit toujours, après de la révolution, et la révolution jamais va venir. Non, après. Et alors, je dis non, maintenant. La révolution, c'est maintenant. Alors que je dis que n'importe quoi, que lutte tu vas faire. Mais dans cette lutte, quelque chose doit être nouveau. Quelque chose doit, comment dire, ça, semer une graine. Si, mettre des choses qui vont, non, qui nous donnent des éléments pour créer des éléments, non, de la société que nous voulons. La lutte doit changer la relation entre nous. Immédiatement, non, ça doit proposer de changer la relation entre nous. Pas dans un futur qui jamais vient, mais à partir du présent. Ça, c'est